voilà, que la connexion soit la plus fluide possible pour le bon déroulé de la formation. Et vous utiliserez donc le clavardage pour pouvoir avoir accès, pouvoir communiquer, poser vos questions. Il est possible qu'il y ait des problèmes techniques, donc je ferai de mon mieux pour, voilà, de part et d'autre, comme je suis sur plusieurs ateliers, d'assumer le suivi. Et je pense avoir tout dit. Si certaines personnes n'ont pas accès au clavardage, cela veut dire que le conseil scolaire dont vous faites partie a malheureusement désactivé l'option. Et si c'est le cas, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Je crois avoir tout dit en introduction. Donc, je remercie encore une fois André pour cette formation et je lance l'enregistrement. Merci à tous. Ah, j'ai lancé l'enregistrement aussi, C'est parfait. Nadia. Tu as été plus rapide. Bon. Merci, André. Pas de problème. Donc, grand plaisir de vous retrouver chacun et chacune, surtout en compagnie de Cassandra Trottier qui va nous entretenir dans les prochaines minutes. Et puis, je me présente, André Savard, je suis leader pédagogique avec l'équipe provinciale tactique depuis quelques années maintenant. Donc, très heureux d'être avec vous ce matin, maintenant cet après-midi. Et puis, je tiens à saluer, bonjour Cassandra, tu vas bien? Oui, toujours. Fantastique. On a eu une rencontre déjà ce matin, Cassandra, avec un groupe de près de 125 personnes. C'est extrêmement agréable. Et puis, ben écoute, bonjour à nouveau, Cassandra. Puis, ton parcours scolaire, Cassandra, a été vraiment un peu et professionnel aussi et plutôt atypique. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu poursuis tes études doctorales à l'Université d'Ottawa. Tu t'intéresses particulièrement dans le domaine des sciences à tout ce qui concerne l'éco-béton, puis à la détection des fissures à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas rien. Parle-nous un peu de ton parcours qui est plutôt particulier. J'aimerais peut-être que tu te présentes un peu comme personne. Oui, c'est certain. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation. Je voulais juste commencer avec donner une petite introduction sur le pourquoi que je fais cet atelier aujourd'hui, pourquoi que je le trouve quand même assez important. Moi, quand j'avais commencé au secondaire, j'étais en théorique premier semestre de 9e année. Au primaire, élémentaire, j'ai toujours été bonne à l'école. Mais là, au 2e semestre de la 9e année, j'avais un peu de misère avec le cours de biologie. Fait que je suis allée voir le professeur, j'ai demandé est-ce que je peux avoir un peu d'aide, j'ai de la misère, puis il m'a dit va voir l'orienteur. C'est ça que j'ai fait, je suis allée voir l'orienteur, je lui ai dit j'ai de la misère avec ce cours-là, le prof m'a dit de venir vous voir. Puis on a tout changé mes cours au complet pour les cours en appliqué en 9e année. Fait que je ne savais pas à ce temps-là à quel point que ce changement-là était pour affecter ma vie au complet. Puis, on ne peut pas le savoir quand on a seulement 14 ans dans le temps. Donc, je vous parle aujourd'hui en tant qu'une personne qui a quand même été sur plusieurs côtés et qui veut aussi voir un changement au niveau de la préparation des jeunes pour des carrières qui peuvent évoluer avec le développement des STEM. Dans mon cas, j'ai plusieurs types de carrières qui peuvent toujours continuer à évoluer. Je n'ai pas seulement juste une carrière à cause que mon parcours a toujours changé. Il change toujours encore. Mais toutes mes expériences m'ont permis de faire encore plus de belles choses qui s'alignent souvent envers aider les autres à trouver leur passion, soit dans les styles, soit dans les métiers. Donc, cet atelier aujourd'hui, c'est basé sur mon expérience, mes observations, mes conversations avec mes collègues, étudiants, amis, famille et aussi même avec André quand on a préparé cet atelier. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, ça vient de moi et non mes affiliations, donc je représente moi-même. Merci Cassandra. Puis, simplement vous laisser savoir, on avait un journal de réflexion collective qui était prévu, mais étant donné la quantité de personnes que nous sommes, il est difficile d'accéder au Jamboard. Cependant, nous allons plutôt fonctionner directement par la boîte de clavardage. Tout au long de la rencontre avec Cassandra, il y aura certaines questions qui vous seront posées, ne serait-ce que pour rendre de façon un peu plus dynamique, de profiter de l'intelligence collective aussi, etc. Donc, merci beaucoup de votre participation lors du lancement de ces questions-là.
ça risque d'être très dynamique puis d'ajouter aussi des choses fort intéressantes à notre rencontre. Donc, Cassandra, je te laisse poursuivre. OK. Donc, les intentions de la rencontre aujourd'hui, premièrement, c'est de définir un petit peu mieux c'est quoi un métier, à cause que son évolution avec le temps et aussi notre perception du métier ont quand même assez changé avec le temps. Ensuite, de reconnaître l'importance de promouvoir les ateliers en tant que carrière. Peu importe si nous sommes femmes, hommes ou dans un parcours qui est plus scientifique, on veut un petit peu parler de ça aujourd'hui et de parler de les valeurs du travail d'équipe à cause qu'on sait on veut avoir la communication entre les différents corps du travail et quand on travaille ensemble, on a tous le même but lorsqu'on travaille sur un certain projet, comme qu'on fait aujourd'hui, et aussi les défis en tant qu'une femme dans un domaine dominé plutôt par les hommes. Donc, pour commencer, notre perception des métiers n'a pas autant évolué dans le temps que le métier, alors que le métier il a évolué avec les développements de nouvelles technologies, les demandes économiques, sociales, environnementales. Quand on pense à quelqu'un qui travaille dans un métier, on va souvent penser à quelqu'un comme un plombier, quelqu'un qui travaille avec ses mains, quelqu'un qui va se salir. Le métier existait avant l'idée des STEM à cause qu'il fallait quand même construire notre monde. On a un petit peu oublié le métier avec le temps et on sait que le métier puis les STEM sont liés, mais on a un petit peu oublié comment est-ce qu'ils sont liés les deux ensemble. Les métiers, ça fait longtemps que ça existe. On le sait, on a la construction de nos vieilles routes, les vieilles maisons. On sait que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et même juste le nom du métier a évolué dans le temps. Donc, on a commencé avec l'art utile, l'art mécanique, ensuite le métier. Et même la définition de technologie et des métiers, ça a pris du temps à s'établir. Et même pour moi, c'est encore un peu pas vraiment clair qu'est-ce qui est une technologie, qu'est-ce qui est un métier. Donc, la définition de la technologie étant la science qui enseigne le traitement des matières naturelles sous la connaissance des métiers. Donc, comment est-ce qu'on va travailler ces matières naturelles? Prenons le béton, par exemple, à cause, ça c'est mon expertise, j'aime donner des exemples qui sont plus concrets, même si cette approche de mélanger le béton dans une brouette est encore utilisée, dépendant de l'application, si on a un petit ouvrage, un petit carré de trottoir, n'importe quoi. C'était quand même une technologie à l'époque, on l'utilise encore des fois, mais c'est souvent qu'est-ce qu'on va associer au métier. Travailler directement avec nos mains. Là, avec les avancements de la technologie, quand que les ouvrages vont devenir de plus en plus grands, il faut produire plus de béton pour satisfaire à la demande exigée par la croissance de population, développement de notre pays. On en veut plus, c'est plus grand. Il faut développer d'autres méthodes à cause que ça ne fonctionnera plus avec juste notre brouette. Fait que là vient la pompe à béton. On peut aller chercher chaque coin d'un bâtiment en fixant notre pompe dans un coin et faire beaucoup plus d'ouvrages. Avec moins de personnes qui vont travailler sur le chantier aussi. Et encore, on pousse la technologie plus loin. Là, on commence à entendre plus sur le béton qui est imprimé 3D, mais c'est vraiment juste la surface, c'est une nouvelle technologie. Il y a beaucoup d'avancements dans tous les différents domaines. Si on parle juste de la construction, si on parle même juste du béton, il y a beaucoup d'avancements. Et il y a quand même beaucoup de potentiel pour les STEM dans les métiers. Fait qu'est-ce qui a commencé avec mélanger quelque chose dans une brouette, dans un seau, a évolué à imprimer avec une machine 3D.
Cassandra, je me pose la question suivante avec ce que tu nous dis jusqu'à maintenant. Là, c'est, en fin de compte, on se rend compte que la perception qu'on a des métiers semble un peu encore archaïque, même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que ces métiers-là sont vraiment en évolution aussi en même temps que la technologie. Moi, je me pose un peu la question, comment tu penses qu'on doit préparer les jeunes à cette réalité-là dans un contexte où ils veulent peut-être vivre des métiers, mais en même temps, ils sont en contact avec des outils qui se transforment, des technologies qui s'améliorent, etc. Alors que parfois, dans nos écoles, l'accessibilité à ces technologies-là ne sont pas nécessairement toujours évidentes, étant donné la vitesse à laquelle les choses vont. Et je serais curieux de savoir de ta part, là, comment on prépare les jeunes dans un milieu scolaire? Fait que ça, c'est quelque chose il faut quand même utiliser qu'est-ce qui est disponible pour essayer de développer autre chose. C'est certain qu'on n'a pas toujours, on peut penser à des belles affaires comme l'intelligence artificielle, mais si ce n'est pas disponible, on ne peut pas l'utiliser. Fait qu'il faut avancer d'une autre façon. Et comment est-ce qu'on voit ces changements-là de technologie? C'est surtout par des événements majeurs. Quand on a un événement majeur, ça va nous forcer à développer des technologies. Donc, des événements sociaux, économiques, environnementaux surtout de nos jours avec la pousse pour avoir le développement durable, c'est quand même quelque chose qui va avancer plus la technologie. On a la guerre qui avait quand même développé beaucoup de technologies. Dans le temps qu'on n'avait pas de rues pavées, il y avait plus de maladies. On a réalisé qu'il y avait des bactéries dans l'eau, dans les routes, puis ça nous causait des maladies. Fait que là, on a décidé, OK, on va paver les rues, évacuer l'eau des routes, comme ça, on va réduire les maladies. Et maintenant, on arrive avec COVID. C'est le gros événement majeur depuis longtemps et ça a tout changé comment on pense aux affaires. Donc, n'importe quelle méthodologie, outil qui nous aide à faire une tâche ou améliorer notre vie est une technologie. Par exemple, comme ma bouteille d'eau, ça permet de transporter de l'eau avec moi partout où est-ce que je vais sans l'échapper partout, pas comme un verre d'eau. Fait que c'est une technologie de juste avoir amélioré le principe de boire de l'eau. Le feu, par exemple, une technologie qui est vraiment importante, qu'on oublie souvent. On peut penser au film de Tom Hanks, Castaway, quand il va finalement réussir à faire un feu. Il est super content. C'est une technologie parce qu'avec le feu, on peut faire beaucoup plus d'autres choses. Et le feu, autant qu'il est dangereux et destructif, il est vraiment utile dans notre vie. Le feu a mené à plusieurs métiers. On a la soudeuse, le boulanger et comme on le sait, on ne peut pas vivre sans le pain. La technologie, ce n'est pas seulement juste les choses qui sont considérées high-tech. On pense souvent comme à des robots, des choses comme ça, mais c'est n'importe quoi qui peut améliorer. Si on a adapté un outil, c'est une évolution technologique. On a adapté l'outil pour améliorer notre tâche. Mais c'est aussi important de connaître les limites de la technologie à cause quand je pensais à les limites de la technologie, j'essayais de trouver quelque chose qui était plutôt drôle pour représenter, pour nous faire penser. Donc, je regardais sur YouTube si je pouvais trouver quelque chose. J'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui s'est fait un robot pour couper ses cheveux pendant COVID. Mais c'était tout croche. Ça fonctionnait, mais c'était tout croche. Donc, il faut se poser la question à quel point on est confortable avec la technologie, l'automatisation, un robot qui nous fait à manger, qui nous coupe les cheveux. Et c'est pour ça que des fois, il faut peut-être juste laisser la job au métier. La personne qui va faire le travail, on ne peut pas tout automatiser. Donc, ici, je suis certaine que tout le monde a pas mal compris que COVID, c'était un événement majeur. Ça nous a ouvert les yeux que le métier, il y a une grosse demande et un manque de main-d'œuvre. Alors,
pourquoi que le métier comme carrière a été oublié jusqu'à maintenant? On l'a un petit peu juste laissé dans le coin, puis on encourage certaines personnes à rentrer dans les métiers, mais c'est pas plus que ça. J'ai fait quand même plusieurs ateliers pour montrer à des jeunes filles à construire, mais quand on m'avait contacté pour faire cet atelier ici, je savais que, OK, ça c'est plus que juste un atelier pour construire les murs, ça va prendre beaucoup plus de pensage, essayer de figurer c'est quoi le problème ici. Donc, même moi, en essayant de développer cet atelier, j'ai pas trop compris pourquoi qu'on a oublié le métier dans le temps. Et naturellement, en tant qu'ingénieure, chercheuse, j'ai pas arrêté d'y penser depuis qu'on m'a proposé cette idée-là pour essayer de résoudre le problème. Donc, je me suis rendu compte que la définition du métier est quand même assez générale. C'est celui qui travaille avec ses mains, celui qui travaille avec la machinerie pour façonner des matériaux en pièces utiles. Celui qui veut prendre quelque chose et le développer en quelque chose d'autre. On peut même dire que le métier, c'est quand même un art, à cause, c'est un art de pouvoir visualiser quelque chose et de le voir concrètement. Nous avons par exemple l'ouvrier qui va mettre en œuvre un ouvrage. Donc, on a un plan et l'ouvrier est capable de prendre le plan et de mettre en réalité ce plan-là. On a aussi la charpentière qui peut construire la charpente, les os du bâtiment. Donc, une structure qui résiste aux charges appliquées comme poids du matériau, la neige sur le toit, le vent, les meubles à l'intérieur, même nous à l'intérieur. Donc, lorsque je fais mes ateliers avec les jeunes filles, avant, j'avais commencé avec juste laisser faire des petites boîtes en bois, mais là, je me suis dit, ça ne représente pas le métier du tout. Fait que je veux leur faire bâtir un mur, expliquer comment que les charges sont distribuées au travers des poteaux et montrer c'est quoi le principe d'une charpente. Je leur montre toujours de faire le mur en sécurité et des petits trucs pour quand nous sommes des femmes, des filles, on est un peu plus petites, pas aussi grandes, des trucs pour pouvoir se battre contre le fait qu'on n'a pas toujours les capacités physiques comme un homme. Et ensuite, je leur mentionne que, OK, on a bâti un des 4 murs pour se construire une maison. Fait que si on fait ça 4 fois, on a nos murs pour se construire une maison qui a quand même beaucoup de pouvoir en arrière de ce commentaire-là à cause que ça a juste pris, on va dire, 2 heures pour faire un mur d'une maison au complet. Et ensuite, on peut penser à l'artisan, le menuisière, l'ébéniste. C'est lui qui va travailler plus dans le côté artistique. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est si nécessaire d'installer une belle porte? À cause on aurait pu juste mettre une porte lisse avec aucun detail dedans la porte. Les moulures, à cause ça prend du temps de faire ça. Ajouter chaque moulure prend du temps. Les couper en 45, s'assurer que tout est beau, tandis qu'on aurait pu juste user des moulures lisses, puis la job est finie. Y a-t-il une raison de dépenser le temps et de faire ça autre que son utilité fonctionnelle? Et encore, je veux ramener l'idée de le COVID, un événement majeur qui a causé des changements technologiques et sociaux, comme qu'on le sait, on l'a vu, tout le monde a transféré du monde virtuel, mais aussi COVID a un petit peu sorti l'artisan dans nous. Nous sommes tous devenus des boulangers, des photographes et on a même développé notre pouce vert. On a tous été à la recherche d'une passion qui est cachée. Ça, il faut l'admettre, tout le monde l'a fait. Même moi qui travaille beaucoup avec ses mains, j'ai vu que j'ai commencé à développer mon côté artistique un petit peu plus que je ne sais pas s'il était toujours là. Mais COVID m'a montré qu'on peut faire plus que juste notre job initial. Donc, quelque chose qui est fait à la maison, d'habitude, c'est considéré comme artisanal, mais est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est non régulier, imparfait, juste à cause c'est fait avec nos mains et notre corps?
Mhm. Donc, dans l'industrie, je suis certaine que tout le monde l'a déjà vu à l'épicerie. On va utiliser le mot artisanal, on va le mettre sur quelque chose juste pour le vendre. Donc, même le sens du mot artisanal il a été perdu un petit peu. Et tu vois, je trouve ça intéressant, Cassandra, ce que tu dis. Puis, je vais référer un peu aussi à la boîte de clavardage. Il y a des gens qui interagissent avec nous. Puis, quelqu'un a référé à l'idée, tantôt, tu as parlé un peu des métiers qu'on a tendance à les oublier. Il y a une personne qui fait même ajouter que parfois, on les dénigre, les métiers. Et je sais que tantôt, tu vas parler un petit peu de ça. Il y a une forme de dénigrement, parfois, à l'égard des métiers. Puis, une autre personne aussi indique qu'il est important aussi de développer des habiletés de base, surtout même pour une personne, entre autres, de métier, parce que les choses changent tellement vite. Donc, la capacité de s'adapter, la capacité de réagir, la capacité d'utiliser différents types de matériaux devient quelque chose d'important. Ça nous invite maintenant à vous poser une première question que je vais déposer dans la boîte de clavardage et qu'on vous invite un petit peu à réfléchir à la question suivante. Quand vous pensez au mot artisan, que vous vient-il en tête? Quand vous pensez au mot artisan, qu'est-ce qui vous vient en tête? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à le mettre dans la boîte de clavardage. Cassandra va, de son côté, poursuivre tranquillement. Donc, oui, ben, on voit déjà l'idée de art. On voit dans artisan le mot artiste, le mot art. On indique aussi fait à la main de la part de Manon. René nous indique que c'est quelqu'un de créatif. C'est quelque chose qui est souvent peut-être fait à la maison de façon un peu plus, pas dans une grosse industrie comme telle. Il y a une composante d'unicité. On indique aussi qu'il y a quelque chose d'un peu unique dans un travail d'artisan. C'est un effort fait à la main, c'est un travail à la main qui nécessite de l'imagination, de la créativité. Il y a de la qualité plutôt que de la quantité. Ça, c'est intéressant aussi. On pense à la qualité, quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose qui va intéresser les gens, qui va les toucher, qui va les attirer, les engager. On parle beaucoup de créativité. C'est fait à la main ou avec un minimum de technologie. Quelqu'un dit on peut quand même utiliser des machines, effectivement, quand on fait de l'artisanat, dans la manière qu'on le définit ici. Mais on parle beaucoup, en tout cas, d'unicité, d'originalité, de quelque chose d'unique qui est fait à la main. C'est souvent ce qui ressort dans les réponses qui nous est données, Cassandra. Je ne sais pas si tu aurais des réactions à ça. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit. Fait que ça s'aligne vraiment bien avec le restant de la présentation à cause ça va nous aider un petit peu à comprendre un petit peu mieux comment s'aligner pour le futur. Fait que là, en recherche de la grosse réponse, qu'est-ce qui est arrivé à l'artisan? Je me souviens que quand j'ai pris un cours à l'université de l'histoire de la technologie, le professeur il avait dit quelque chose qui était quand même vraiment, vraiment intéressant, puis que ça a toujours resté, comme ce commentaire-là, il avait toujours resté avec moi. Il avait mentionné que Cicéron, qui est un aristocrate romain, longtemps passé, avait défini les arts mécaniques comme des métiers misérables et essentiellement malpropres. Les arts mécaniques ont été perçus comme vulgaires à cause que c'est pratiqué par des artisans et des esclaves, tandis que les occupations qui sont plus libérales étaient ceux comme les architectes, l'agriculture, mais ici, il faut faire attention à cause agriculture veut dire le propriétaire de terre et non le fermier. Fermier serait plus sous la catégorie de le métier. Donc, d'après moi, cette division-là, OK, est encore vraiment claire de nos jours. J'ai été dans ces deux mondes-là et je l'ai vécu moi-même. Je sais que ça existe encore. Donc, pourquoi a-t-on oublié le métier comme carrière si le métier était le tout début des STEM? On pose beaucoup la question en ce moment, sont rendus où tous les travailleurs? Les jeunes ne veulent pas travailler. Ça, c'est un commentaire que je vais défendre le plus possible parce que j'aime vraiment pas ce commentaire-là. Et que le monde qui ont travaillé de la maison durant COVID, ils ont juste resté à la maison, ne sont pas revenus au bureau. Mais je pense vraiment pas que c'est vrai du tout. Moi, je pense que c'est à cause des travailleurs, ils n'existaient pas. Ils n'étaient jamais là.
C'est juste que là, COVID, l'événement majeur, nous a montré qu'il y a un problème, il y a un besoin d'amélioration et que c'est cette division dans notre industrie, pas seulement pour métier STEM, mais aussi toute autre industrie. Je suis certaine que tout le monde peut relier cette division-là. Donc, oui, pour moi, c'est pas mal clair. C'est ça qu'est-ce qui est arrivé. Il y a une division qu'on a continué à garder jusque de nos jours. C'est intéressant, Cassandra, parce que ça me rappelle un petit peu là, le commentaire de Bellemare tout à l'heure. Dès le départ, on dirait que cette attitude un peu qu'on a à l'égard des métiers, un peu comme tu le décris dans la perception qu'on avait déjà là, à l'époque de Cicéron, bien déjà chez les métiers, il y avait une espèce de dénigration à l'égard des métiers. Et puis on dirait qu'on a du mal à se détacher de cette situation-là. Et je pense que tu vas nous en parler un petit peu plus tantôt, justement, de ton expérience du milieu du travail que tu as vécu, puis les relations qui peuvent exister entre les gens qui jouent différents rôles à l'intérieur par exemple, dans le domaine de la construction où tu as été très impliqué, etc. Je sais que tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais on voit en tout cas qu'il y a cette démigration-là qui existe depuis longtemps. Donc, je te laisse poursuivre. J'avais juste ça un petit peu en tête qui m'est venu là. Oui, c'est ça. Puis c'était ça qu'est-ce qui était comme, tu sais, moi, j'étais pas 100% confortable avec présenter cette idée-là à cause ça peut ne pas être accepté comme une idée, mais c'est la réalité. Je l'ai vu des deux côtés. C'est difficile de l'accepter, mais it is what it is et on va essayer de travailler envers faire quelque chose de mieux. Mm-hmm. Tu disais, Cassandra, juste un peu pour revenir aussi, tu disais dans tes propos tantôt que les métiers sont essentiellement un petit peu, c'est le début des STEM. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu entendais par cette idée-là un peu que les métiers sont un peu comme le début des STEM? Pour moi, c'est à cause qu'on le sait qu'en premier, il fallait construire des abris, des maisons. Puis ensuite, on a amélioré ces abris-là, les bâtiments, les maisons, ou n'importe quel autre métier. Je vais toujours plus référer à des maisons parce que c'est ça qu'est-ce que je faisais. Mais ça n'a pas commencé avec un plan pour quelque chose de plus efficace, le mieux bâti. Il fallait juste bâtir quelque chose. Puis après ça est venu les améliorations qu'on peut penser à comme les STEM. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que les métiers, c'est le début. Puis là, ça a évolué un petit peu à STEM à cause qu'on peut améliorer en utilisant les sciences, les technologies, les métiers, les mathématiques pour améliorer le métier même et pour améliorer juste qu'est-ce qu'on fait à travers le métier et le STEM. Et puis ça, Cassandra, je suppose que ça peut être dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire que ça soit dans le domaine du cuisinier qui fait de la cuisine, bien, il y a besoin de faire de la science. Il y a de la chimie, j'imagine, là-dedans. Il y a des mathématiques où tu dois faire des calculs pour la quantité de choses que... Même chose, j'imagine, dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, dans le domaine... Il y a énormément de métiers dans différents domaines qui nécessitent bien souvent, c'est ce que tu viens de mentionner, les sciences, la technologie, les mathématiques, etc. Et souvent, on l'exclut, mais il y a la composante des arts aussi. On parle souvent des STEAM aussi, qui est aussi une composante. On parle des arts au sens large ici, pas nécessairement au sens restreint. Donc, fort intéressant. C'est ça, c'est ça. Puis, il y a aussi, comme moi, je compare souvent, comme en salle de classe, j'enseigne le cours de béton au collège, puis je vais souvent faire référence au béton comme du pain ou une recette, à cause on prend différentes composantes, on ajoute de l'eau, on le mélange, on le laisse là. Un pain, ça va être dans un fourneau, le béton, on va juste le laisser là, ça va devenir quelque chose d'autre. Fait qu'on prend des matières premières, on les met ensemble et ça nous forme quelque chose d'autre. Dans le béton, on travaille beaucoup aussi avec la taille des particules du ciment. Puis si on va à l'épicerie, on va voir qu'il y a différentes poches de farine. On a la farine pour tout usage, puis on a des farines de pâte à pizza, des farines pour pâtisserie à cause que la taille du grain de farine est différente. Donc, ça va nous donner différentes propriétés dans notre pain, pareil comme le béton. Si je change la taille, je vais avoir différentes propriétés. Puis,
aussi l'aspect artistique, il faut que ça soit beau. Je veux manger le pain, je veux pas juste que ça soit une brique jaune ou brune, puis ça n'a pas de l'air trop bon. Il faut que ça ait de l'air beau à nos yeux pour qu'on veuille le manger quand même. Mm-hmm. Il y a François aussi, Cassandra, puis je vais juste soulever ça, qui soulève l'idée hein, que aussi les révolutions industrielles, la mécanisation des choses ont peut-être aussi fait en sorte que les métiers ont été vus un peu plus de façon misérable. Tu sais. On a comme inclus les métiers dans une chaîne de production, si je comprends un peu l'idée que François essaie d'exprimer, puis finalement, ça a enlevé un peu une valeur d'une certaine manière à des métiers. C'est exactement ça qu'on va discuter dans les prochaines slides pour expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé dans le temps. Donc, là, en ce moment, on a un peu d'un problème pas un peu, mais beaucoup d'un problème de manque de maisons quand même. Et là, la solution, si on écoute la radio, les nouvelles, on entend souvent que c'est, on va faire d'autres projets de développement, faire plus en plus de maisons. Mais le problème devient qui va les construire, ces maisons-là, et aussi tous les investissements qu'on va faire, comme ici en Ontario, pour des nouveaux infrastructures. C'est la même question. Qui va construire toutes ces infrastructures-là, les bâtiments, les ponts, les routes, et aussi qui va travailler dans ces infrastructures-là? Donc, les écoles, les hôpitaux. Fait que c'est pas toujours juste le métier seul, c'est plutôt pour essayer de regarder à toutes les différentes industries à cause qui est-ce qui va construire et qui est-ce qui va travailler à l'intérieur. On a besoin d'offrir un service, mais on n'a pas personne pour travailler. Donc, cette grosse pousse vers les métiers, c'est évident pour moi qu'on va commencer à diminuer le nombre d'années d'éducation postsecondaire pour les gens qui veulent rentrer dans les métiers parce qu'on les veut tout de suite. On veut les avoir dans le domaine, on veut qu'ils travaillent. Puis ici, je mentionne le nombre d'années à cause que ce n'est pas une question de niveau d'éducation. C'est une formation qui est continue. Quand on travaille dans les métiers, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est une formation qui est quand même sur chantier, sur place. Donc, si on pense à la formation de charpentière, pour moi, c'est 3 ans sur place et seulement 2 mois par année d'école. Fait que c'est pas beaucoup. Tout le restant est fait sur chantier et ça n'a pas arrêté après les 3 ans, ça a toujours continué. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même équiper les jeunes avec les compétences qui sont exigées par le marché du travail et son changement. Parce qu'on le sait, là, on a été frappé avec le COVID, ça a tout changé notre perception de toutes les affaires. Fait que comment est-ce qu'on peut s'assurer que les jeunes vont pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation? Donc, comprendre ce lien entre la théorie, l'application qui était évidemment le tout début des métiers et des STEM, c'est d'avoir des connaissances dans les deux côtés. On a 2 réactions ici, Cassandra. Il y a d'abord Jérémy qui demande 2 mois par année pour une durée de combien de temps? Tu as parlé que l'essentiel du travail d'une personne qui suit une formation en construction, elle est sur le terrain, ou en tout cas probablement dans plusieurs métiers aussi, c'est le cas. Et tu parles de 2 mois par année qui est en salle de classe. C'est pour une durée de combien de temps? C'est 2 mois pour 3 ans de temps. L'apprentissage pour la charpente, c'est différent pour tous les métiers. C'est 2 mois par année. Puis, en plus de ça, le gouvernement te paye pour être à l'école. Fait que c'est pas si perdu. Puis, c'est ça. Une fois que tu as ton nombre d'heures d'accumuler sur chantier, plus tes 3 formations de 2 mois chaque année, tu peux aller écrire ton examen du sceau rouge, puis c'est tout. Tu vas avoir ton permis de charpente, puis tu es considéré comme charpentière. Okay. Donc, et ça se passe après ton secondaire, je soupçonne? Oui, il y a c'est ça, tu peux commencer après le secondaire. Puis il y a certains cas que si tu fais un co-op ou je pense que si tu es dans un programme comme le programme Pajot, s'il y a quelque chose que tu as déjà commencé à accumuler des heures sur chantier,
tes heures comptent quand même comme des heures professionnelles envers en autant que tu as quelqu'un qui va signer ton papier qui dit que oui, tu as fait tant d'heures, ça compte quand même. Donc, Cassandra, puis je fais un petit peu je reflète un peu ce que Bellemare disait aussi. Finalement, le métier s'apprend essentiellement sur le terrain. Et puis, donc, comment dans l'espace école, on peut déjà valoriser cette façon aussi de travailler, je soupçonne, d'une façon aussi pratique que théorique, cette espèce d'équilibre dont je pense que tu vas nous parler d'ailleurs un petit peu plus tard, compte tenu de ton expérience à la fois comme femme de construction, mais aussi comme doctorante qui a travaillé un peu dans les deux dynamiques. Ça va être intéressant quand tu vas aussi nous glisser un mot à ce sujet-là. Oui, c'est quand même, c'est pas évident parce qu'on peut pas juste commencer à construire des maisons dans les écoles quand même, mais c'est certain ça peut commencer en quelque part. Pour moi, durant toutes mes études, la place que j'ai appris le plus, c'était dans les laboratoires. J'aimais tellement ça, pouvoir lier les deux ensemble. Pour moi, c'était vraiment un bon point de départ. Donc, en ce moment, on essaie tellement fort d'attirer les gens dans les métiers et de remplir cette grosse demande de main-d'œuvre. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Si jamais on a vu sur un chantier, si on a vécu sur un chantier, on voit qu'on a beaucoup trop de travail. Même toutes les industries, on voit qu'on a trop de travail. Il y a beaucoup d'encouragement pour cette initiative. Et moi, je suis complètement d'accord à cause les métiers ont quand même été ma première carrière et ça a été probablement la plus grosse contribution envers ma carrière. J'ai beaucoup aimé mon temps dans les métiers. J'ai tellement appris de choses que j'applique à tous les jours, pas juste en fait de construction, mais en fait de la confiance en moi-même, la confiance de faire un plan, de le mettre en œuvre, la confiance de même essayer quelque chose de nouveau. Juste avoir été dans les métiers, c'était d'essayer quelque chose de nouveau complètement, de juste pas avoir peur de faire différentes choses comme ça. Donc, j'ai emporté tellement de choses que j'ai appris à travailler en construction à cause, on sait que le monde de construction, c'est quand même un monde qui est go, go. Il faut quand même produire à cause il faut respecter les limites. On sait que, OK, je veux avoir installé mes cadres de porte à cause les portes s'en viennent vendredi. Fait qu'il faut me dépêcher, il faut respecter les deadlines. Fait que tu t'emportes beaucoup ça avec toi. Puis, ça l'aide beaucoup à gagner cette confiance-là. À cause là, tu te dis, je veux mettre quelque chose sur mon plan, puis je sais comment que ça fonctionne à cause j'ai passé au travers. C'est quand même vraiment spécial de tu as fait ton propre plan, tu sais comment construire, tu construis n'importe quoi. Si tu as construit une remise, tu as fait ton plan pour ta remise, tu l'as construit avec tes propres mains, avec tes connaissances, puis là, tu vois le produit final, puis c'est vraiment, vraiment satisfaisant de voir que c'est toi qui as tout développé ça toi-même. So, c'est quand même, tu développes beaucoup, beaucoup de compétences, puis j'utilise même ces compétences manuelles-là au laboratoire en recherche. Ça m'aide vraiment beaucoup. Toutes les gens qui sont en STEAM, métier, pour moi, c'est du monde qui aime les défis et résoudre des problèmes. J'ai jamais rencontré un charpentier que, si on fait, disons, une rénovation, on travaille avec un bâtiment existant, puis il faut quand même l'adapter. Puis, à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas voir, à cause dans le temps, c'est plutôt des messieurs, mais tous les messieurs, ils viennent, puis tout le monde essaie de trouver une solution au problème. Fait que même si on est dans le métier, on veut résoudre les problèmes ensemble, puis c'est quand même vraiment important de le reconnaître. Donc, je vais revenir au point de le manque de main-d'œuvre, la grosse demande dans l'industrie, dans les métiers. Donc, nous avons concentré tellement sur la production. OK? On veut avoir plus de monde dans les métiers. On a besoin de bâtir toutes les infrastructures. Donc, on a commencé à utiliser l'ouvrier, la charpentière, l'artisan comme un outil de production pour satisfaire à cette demande. Donc, là,
on sait que, OK, par exemple, au Home Depot, si tu vas acheter un 2x4, tu peux acheter le 2x4 qui est déjà coupé à la hauteur d'un stud, un montant. Pourquoi? À cause là, tu l'emportes sur chantier, tu ne prends pas le temps pour couper ton 2x4 à la bonne hauteur, sont déjà toutes coupées pour toi et ça va plus vite pour construire tes murs. Même chose avec des planches de drywall, c'est 4 pieds par 8 pieds. Dans le temps, longtemps passé, on utilisait des lattes de bois et du plâtre. Ça prend beaucoup de temps de faire ça, mais le drywall, feuille 4 par 8, on installe ça, on peut finir une chambre en peut-être 2 heures. Fait que c'est vraiment pour la production. Les matériels ont même changé pour la production. Donc, si on sait que, OK, ça se peut que quelqu'un voit notre carrière comme quelque chose qui est moins important qu'un autre et qu'on est maintenant utilisé comme outil de production, est-ce que ça vous intéresse d'aller travailler dans les métiers? Donc, il faut en premier que ça nous intéresse d'aller travailler dans les métiers avant qu'on puisse commencer à proposer ça aux jeunes pour les pousser envers cette direction. Cassandra, je trouve intéressant ce qui se passe dans la boîte de clavardage parce qu'il y a des réponses que les gens se donnent par rapport justement à la question du moment où des jeunes peuvent débuter peut-être l'expérimentation de métier. Et puis, il y a des gens qui nous clarifient l'idée que les élèves peuvent déjà débuter après 14 crédits, peuvent déjà débuter à l'âge de 15 ans à l'intérieur d'un programme Pajot. Ils peuvent déjà commencer de l'éducation coopérative apparemment. Donc, s'il y a des jeunes intéressés à les métiers, qu'on soit capable de les valoriser, ces métiers-là, au sein de l'école et de permettre à des jeunes de vivre des expériences concrètes d'apprentissage. Et puis, ce que nous dit aussi Stéphanie, c'est intéressant parce qu'elle nous dit qu'en fin de compte, le défi, c'est beaucoup d'incorporer ce genre d'expérience authentique dans nos salles de classe. Si on va plus loin que ce qu'on est en train de discuter en termes de vivre des expériences concrètes par rapport à des choses qui sont utiles autour de nous, qui peuvent avoir un impact dans notre société, bien, comment on peut aussi, cette façon de penser des STEAM, comment on peut, des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, comment on peut aussi de plus en plus inscrire cette réalité-là dans notre salle de classe aussi pour permettre à des jeunes de travailler de façon active à l'intérieur de leur apprentissage. C'est intéressant comme échange qu'on retrouve actuellement. Oui, c'est ça. Puis aussi, je connais le programme de Pajot. Moi, je n'ai pas participé dans le programme de Pajot. Dans le temps, c'était pas comme, je n'étais pas certaine du programme. Puis pour moi, c'était souvent pour, disons, les étudiants qui étaient un peu moins bons à l'école. Right? So, on a souvent cette idée-là que, OK, si tu n'es pas bon à l'école, mais peut-être le métier, c'est bon pour toi. Fait que c'est pas. Comme pour moi, c'était ça l'impression de Pajot quand moi j'étais au secondaire. Puis je sais pas si c'est encore le cas, j'ai aucune idée, mais j'imagine qu'il y a peut-être avec les parents qui voient ça, OK, mais là, ils vont pas apprendre tout ce qu'ils devraient apprendre à l'école en termes de les sciences et maths. Fait que ça reste quand même à discuter à cause, moi, dans le temps, c'était ça le cas. Si tu allais en Pajot, Oui. c'était pas bon à l'école ou... Nathalie Gilbert, une collègue que je connais bien, ajoute un peu le même élément que toi. Elle dit que c'est encore le cas aujourd'hui. Malheureusement, il y a parfois un petit peu de discrimination à l'égard, peut-être pas de la discrimination, mais un peu de l'iniquité à l'égard de ceux et celles qui ont peut-être des intérêts axés sur les métiers. Puis on sait que les métiers sont très larges. Je sais que toi, ton expérience est vraiment dans le domaine de la construction, mais on sait que les métiers sont très, très larges. On va le voir un peu plus tard. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être offertes aux jeunes. Donc, merci, oui, merci Nathalie de préciser ça. Bon, c'est bon à savoir, mais c'est pas bon à savoir en même temps. Bien, exactement. Il y a du travail à faire, absolument. C'est ça, c'est ça. Donc, l'autre jour, je m'en allais faire un tour au Home Depot, naturellement, et en chemin, j'avais vu cette scène ici, et ça m'avait vraiment, vraiment frappée à cause que, tu sais, j'étais en développement de l'atelier, puis là, je vois cette image-là, et ça m'a frappée, ça m'a vraiment fait penser. Et j'aimerais un petit peu avoir la perspective de tout le monde à cause qu'on a parlé de certaines choses, puis j'aimerais voir c'est quoi votre idée sur cette image ici.
C'est ça. Puis la question un peu qu'on vous pose, je l'ai mis dans la boîte de clavardage. Est-ce qu'il y a une place pour l'artisan dans cette photo-là? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Donc, on aimerait que vous puissiez vous exprimer un peu là-dessus. Est-ce que vous voyez dans cette photo, est-ce qu'il y a une place pour l'artisan? Quelqu'un qui voit tout l'aspect extérieur, hein, le côté de jardinage, de jardinier, etc. Intéressant. Bon. Paysagiste, etc. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est ça, c'est d'avoir la perspective de tout le monde, parce que juste une personne va avoir une perspective. Là, quand on met les deux ensemble, ça fait quelque chose d'encore mieux. Donc, une place pour l'artisan, tu vois, on parle de tout le design des voitures. Cassandra, je m'excuse, je fais juste vouloir reprendre certains éléments parce que je les trouve vraiment intéressants. Toutes les personnes qui ont à concevoir le design de l'espace, quelqu'un qui indique ça, tu sais, on a besoin d'avoir des espaces agréables. On en parle tellement ces derniers temps avec les changements qui s'est passé. On est en train de repenser les espaces intérieurs pour que donc, il y a toute une composante de design, une composante artisanale. Ça prend des gens créatifs. Tantôt, on disait qu'un artisan, c'est quelqu'un de créatif. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui voit les choses un peu différemment, qui est capable d'avoir des produits qui touchent le cœur, qui touchent la sensibilité des gens, etc. C'est un peu ça qui est soulevé dans ce que l'on dit. Toute la question des murales, les fenêtres, la réflexion qui peut être faite autour de la façon dont on organise l'espace. Donc, c'est intéressant. L'aérodynamique des voitures, la beauté des voitures, ça prend des artisans d'une certaine façon, puis qui réfléchissent à ces choses-là. En tout cas, si ce n'est pas des artisans tels qu'on les appelle, ça prend des gens qui ont une pensée artisanale, qui sont capables un peu de voir les choses d'une façon plus créative, etc. Donc, c'est intéressant. Les gens parlent d'ergonomie, des postes de travail pour motiver les employés, etc. Donc, on peut voir à l'intérieur de cette image-là quand même, les gens peuvent imaginer le rôle d'un artisan. C'est ça. Donc, d'après moi, cette photo, ça représente beaucoup l'évolution du métier. On a le logo de Ford qui a été fait longtemps passé. C'est écrit en cursif, des formes arrondies. Puis là, on peut penser comme les voitures dans le temps. Puis là, le logo est sur un bâtiment qui est plus carré, des angles droits, quelque chose qui est plus facile à designer, quelque chose qui est plus rapide à produire. Donc, c'est un petit peu d'une transition de l'artisan à l'ouvrier. Pour moi, les deux, comme ça ne matche pas ensemble le logo puis le bâtiment quand je vois ça. Je vois qu'il y a comme quelque chose qui ne se fait pas ensemble. Donc, c'est cette transition-là de l'artisan à l'ouvrier comme un outil de production à cause de tous les endroits. Donc, est-ce que c'est encore un art? C'est certain que le bâtiment il est vraiment, vraiment beau. C'est pas pour dire que c'est pas beau, mais c'est à quel point est-ce qu'on va perdre un petit peu ce côté artistique-là dans nos ouvrages. Donc, moi, je ne suis pas une architecte, je suis plus dans le côté d'ingénierie, mais je comprends l'importance de l'architecture et l'aspect artistique d'un ouvrage. Il faut que ça soit beau. On a besoin d'une telle esthétique et un confort dans son utilité. Comme on a dit, il y a du monde qui va travailler là. On repense à les endroits de travail. Donc, le bâtiment, c'est fait pour le monde qui vont travailler là, de 8 à 4, et aussi pour les clients qui vont rentrer là. Il faut s'assurer qu'il y a un beau foyer, il faut se sentir accueilli dans le bâtiment. En tant qu'ingénieur, on ne pense pas à ce côté-là du tout. On pense plus à s'assurer que le bâtiment va résister à toutes les charges imposées. Ça, c'est la grosse affaire en tant qu'ingénieur, c'est sécurité du public. Ça ne dérange pas si c'est ingénieur civil, mécanique, chimique, c'est toujours le même principe. On s'assure qu'on a la sécurité du public. Donc, il faut penser qu'on a quand même beaucoup d'influence sur notre environnement en termes de CO2 et aussi l'environnement qu'on bâtit. Donc, à quoi que ça a de l'air et comment que l'environnement qu'on bâtit va nous influencer. Donc, si on rentre dans une vieille maison, un vieux bâtiment, il y a un différent feeling qui vient avec ça comparé à quand on rentre dans un bâtiment qui est plus carré.
il faut quand même prendre ça en compte quand on fait nos designs au travers de les STEAM. OK. Donc, en regardant qu'est-ce qui se passe durant et après COVID, avec le gros manque de main-d'œuvre, le marché du travail qui change un petit peu, on sait qu'il commence à avoir le shift dans le marché du travail ou est-ce que ça va être l'employé qui va avoir le plus de pouvoir comparé à l'employeur. Avant, c'était toujours l'employeur. Là, on change un petit peu les affaires parce que l'employé est capable d'aller négocier ses contrats, peut demander pour plus d'argent, des heures flexibles. Les choses commencent à changer. Puis c'est juste le début en ce moment. Donc, là, peut-on réintroduire le métier comme carrière attrayante à travers des STEAM? C'est certain. Pour moi, c'est sûr qu'on peut le faire, mais comment est-ce qu'on va le faire? Donc, si on a dit que c'est les métiers qui ont aidé à développer les STEAM au début, on doit juste retourner à cette idée-là d'aller combiner les deux ensemble. Encore une fois, comme c'était fait avant, il faut retourner à cette idée-là au lieu de séparer les deux boîtes. Un exemple de moi en tant que charpentière, j'en ai beaucoup, mais ça va juste être un exemple pour l'instant. C'est qu'il fallait copier une arche dans une maison. Donc, on voulait faire une ouverture pour une porte, mais je voulais avoir l'arche les mêmes ratios, mais l'ouverture n'était pas la même largeur. Donc, on veut avoir les mêmes ratios à cause à l'œil, ça a de l'air plus beau, ça n'a pas de l'air comme si c'est pas supposé d'être là, ça a de l'air comme si c'était toujours là. Donc, là, je me suis dit, OK, on peut faire ça au travers des maths. On sait qu'avec les calculs mathématiques, on peut aller calculer des arches facilement. Un autre exemple, c'est que là, je suis chercheuse, je travaille avec le béton, je fabrique du béton, je fabrique des formes en bois, il n'y a pas de problème, je n'ai pas la limite des compétences manuelles du tout. Je peux en faire plus en termes de recherche et contribution à cause que je n'ai pas cette limitation manuelle. Puis aussi, à cause de toute la confiance que j'ai gagnée lors des métiers, j'ai pas peur d'essayer quelque chose de nouveau quand je connais pas le résultat. J'ai pas peur de faillir. Ça m'est arrivé beaucoup de fois que j'ai fait quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai pas pensé comme du monde. J'ai fait tout le travail, puis à la fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est correct à cause ça fait partie de l'apprentissage. Des fois, on a une idée, on l'essaye, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ou ça peut mener à d'autres choses. Ça arrivait souvent que j'avais plan A, ça n'a pas marché, mais j'ai trouvé quelque chose d'autre que je ne m'attendais pas. Puis ça, c'est grâce au métier à cause que je n'ai pas de la misère à faire les choses dans le laboratoire et je n'ai pas peur d'essayer des choses. Pour moi, c'est la définition de la recherche, c'est de ne pas avoir peur d'essayer des choses. Et aussi, je comprends les limites physiques, si on peut faire ça manuellement, si ça fonctionne, oui ou non, et mes limites physiques aussi. C'est certain qu'en travaillant avec du béton, c'est vraiment lourd, puis je ne veux pas arriver que je vais casser mon dos. Donc, je m'assure que je peux améliorer les méthodes un petit peu pour s'assurer que le travail est un peu plus facile en utilisant des outils non conventionnels vus au laboratoire. À cause des fois, je tire des choses qui viennent des métiers, je les emporte au laboratoire et il n'y a pas de problème du tout. Un exemple, c'est qu'on coupe souvent nos éprouvettes de béton, on fait des cylindres ou des fois, ça va être des carottes de béton et on n'avait pas de scie pour couper nos échantillons. J'ai dit, c'est facile, on a juste à acheter une scie de maçonnerie. OK, je suis allée la trouver et on a acheté une scie, là, on coupe des échantillons, pas de problème. Mais en tant que quelqu'un qui n'a jamais travaillé en construction, ne sait même pas où commencer à aller acheter une scie. Donc, pour moi, c'est quand même, c'est ça la définition des transferts, des compétences, l'aspect multidisciplinaire. On est capable de faire un petit peu plus que juste une chose. Puis, on veut pouvoir donner ça aux jeunes pour avoir ces compétences-là, puis de continuer à toujours les garder dans eux pour toujours, pour toute leur vie et continuer à les développer, s'adapter pour un autre job, si jamais on veut soit qu'on veut changer, soit que notre poste n'existe plus, on veut pouvoir s'aligner vers quelque chose d'autre avec les mêmes compétences. On ne veut pas recommencer au complet une formation. Donc, est-ce qu'on peut
tout faire nous-mêmes à cause si je dis qu'on veut savoir comment faire le plan puis le construire nous-mêmes, c'est certain qu'on a des forces et faiblesses et qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Quand il y a quelque chose qui est une faiblesse pour moi, je vais aller trouver la personne qui est bon à faire quelque chose. On va faire une équipe et on va faire une bonne job pour faire ce travail-là. Puis, comment qu'on trouve les forces et faiblesses, c'est en essayant différentes choses. Sinon, on ne va jamais le savoir. Puis, des fois aussi, ça peut être une force, mais on n'aime pas ça le faire. Fait que pour moi, il n'y a pas de point de faire quelque chose si on n'aime pas ça le faire, à cause ça va paraître dans ton travail. Tu ne vas pas vraiment vouloir le faire, tu n'aimes pas ça le faire. Puis, ça va nuire aux autres après. Donc, pour moi, si on arme les étudiants avec toutes ces compétences-là, qu'on peut transférer à autre chose, c'est de combiner le métier et combiner le pourquoi à travers des stims. Là, je peux voir qu'on va pouvoir commencer à former des jeunes qui vont pouvoir se débrouiller dans n'importe quelle situation. Ça dépend, ça ne dérange pas exactement quelle est la situation, mais ils vont pouvoir aller tirer un peu des compétences de partout. Donc, ça me fait un peu penser, Cassandra, je me permets, tantôt quelqu'un a référé aux compétences de base, tu sais. Il y a comme des compétences de base qu'on a besoin. Puis quand je t'entends parler, tu parles de toute l'idée de la confiance en soi, la capacité là, de prendre des risques, la capacité de collaborer avec d'autres personnes qui ont peut-être des compétences que moi j'ai moins, etc. Donc, toute cette composante-là semble très présente là, dans ce que tu soulèves. C'est ça. Puis une chose aussi, c'est que c'est pas juste des compétences pour le travail, c'est aussi juste des compétences pour la vie de tous les jours. Fait que si les étudiants comprennent un petit peu plus la chimie, puis on comprend, OK, on peut commencer à lier ça avec le jardin, avec la cuisine, puis là, on développe des jeunes adultes qui sont capables de juste se débrouiller avec qu'est-ce qu'ils ont à la maison, puis pas toujours, oh my God, j'ai besoin d'acheter le prochain produit. Non, je peux peut-être juste le faire à la maison. C'est certain pour certaines choses, on a besoin d'avoir l'expert, mais ça aussi développe des jeunes adultes de juste se débrouiller toute seule quand même. Et je trouve ça intéressant parce que un commentaire revient de celui d'Amatin aussi concernant justement la question des parents. Tu sais, parfois, les métiers, les jeunes peuvent avoir de l'intérêt pour un métier, mais souvent les parents vont avoir tendance à vouloir pousser vers ce qu'on appelle un peu l'université. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler parce que tu as travaillé, toi, justement, dans les deux domaines, puis tu parles actuellement avec des jeunes du collège, des jeunes de l'université, parce que tu travailles à la fois à l'université et tu travailles aussi à la fois au collège, avec des jeunes du collège. Quelle différence qu'il y a entre ces clientèles d'élèves-là? As-tu des exemples un peu de ce que tu vis avec eux? Oui, donc au collège, j'avais un étudiant j'enseigne le cours de béton armé au collège. Donc, c'est un cours de structure, il faut comprendre le comportement de l'acier et du béton. On les combine ensemble et on veut voir c'est quoi son comportement en termes de structure. Fait que beaucoup de formules. Puis là, j'ai un étudiant qui me pose la question si je peux expliquer pourquoi on utilise une telle formule quand on a un certain cas. Puis là, moi, j'ai resté pris à cause j'ai dit mathématiquement, je sais pas, mais je vais faire des recherches, je vais revenir. Fait que là, je suis revenue avec la réponse qui a dit merci à cause, moi, ça m'aide beaucoup à comprendre pourquoi que je fais quelque chose quand je comprends tout le pourquoi derrière. Donc, pourquoi j'applique cette formule-là à cause de ça. Fait que ça reste un peu plus dans leur tête. Puis là, ça m'a fait penser, OK, je vais adapter mon cours pour s'assurer que je leur donne plus en plus le pourquoi. À l'université, c'est un petit peu différent parce qu'on dirait qu'on a un petit peu moins de temps à avoir des échanges avec les étudiants. Donc, on a tellement d'informations, comme même moi en tant qu'étudiante à l'université, il y a tellement d'informations. Le prof, il nous donne plein d'informations. Tu essaies juste de prendre tout en note à cause tu as tellement peur de manquer quelque chose qui va faire toute la différence pour avoir ta bonne note. Puis là, c'est comme un différent monde, il y a moins d'échanges. Donc,
avec toute cette information-là, l'étudiant n'a peut-être pas le temps de réagir et de se poser les questions-là. Fait que là, c'est ça qu'est-ce que je vois, mais c'est certain que je ne veux pas juste comme critiquer qu'est-ce qui se passe à l'université. C'est ça qu'est-ce que c'est en ce moment. Mais aussi, une des choses qui me frappe beaucoup, c'est quand on arrive au laboratoire, à l'université, j'ai déjà donné les manuels de laboratoire, j'ai déjà fait des vidéos de préparation pour montrer aux étudiants qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et on passe au travers d'un petit, comme, juste vite fait, j'explique le résumé de la journée, puis je leur dis, OK, vas-y, à cause, je vais superviser, c'est à vous autres de commencer à travailler, puis les étudiants, ils restent figés là. Ils ne savent pas commencer du tout. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui est quand même un problème à cause il faut savoir un petit peu au moins comment se débrouiller manuellement. Surtout si j'ai préparé un manuel, j'ai préparé des vidéos de moi qui fait la tâche en plus de ça pour montrer à quoi ça a l'air, puis c'était pas assez. Fait que c'est vraiment comme c'est vraiment séparé, puis pour moi, la division que j'avais mentionnée, c'est assez clair ici. Puis une chose qui est aussi pas mal pertinente, c'est le nombre d'étudiants inscrits dans les cours à l'université comparé aux cours au collège. Moi, je fais toujours en français, fait que je vois la différence entre les deux, puis c'est comme une grosse différence quand même. Donc, c'est quand même quelque chose que j'espère qu'on peut essayer de avoir plus d'équilibre. Cassandra, moi, je trouve ça vraiment important ce que tu dis, puis je pense qu'on doit un peu y revenir parce que tu parles un peu de ton expérience où toi, tu as travaillé à la fois de façon active, comme menuisière, comme charpentière, tu as travaillé aussi au niveau de la recherche, puis tu sens cette espèce de disconnexion entre la pratique et la réflexion. Tu sens qu'au collège, les jeunes posent des questions, ils veulent savoir pourquoi, etc., alors qu'à l'université, tu as l'impression que cette attitude, elle est moins présente. C'est drôlement intéressant ce que tu dis parce que les STEAM, l'idée de mettre les STEAM en place dans le domaine des sciences en particulier, c'est maintenant dans le nouveau programme cadre, de la première à la 8e année. Toute cette idée de la transdisciplinarité est très importante, c'est-à-dire de mettre les jeunes dans des contextes dans lesquels ils vont être en mesure de trouver des propositions de solutions à des problèmes qui les entourent, à des défis qui sont autour d'eux. Et puis, on parle beaucoup de transdisciplinarité à ce moment-là parce qu'on doit faire appel un peu aux composantes scientifiques, aux composantes technologiques, aux composantes mathématiques, etc., pour être capable de trouver des propositions à un problème ou à un défi qu'on veut surmonter, etc. Donc, c'est une approche qui est fort intéressante et qui s'applique, comme on le disait tout à l'heure, à toutes sortes de domaines, que ce soit dans le domaine de la construction, des transports, formation au niveau industriel, les services, etc. Parce que le manque de métier, il est un peu partout. On le voit présentement, que ce soit dans le domaine de la santé, etc. Donc, ça, c'est fort intéressant. Puis, moi, ça m'amène aussi à dire, pour la question concernant la préoccupation des parents, je pense qu'il existe, puis tu en as une preuve, il existe de plus en plus de ponts entre le collège et l'université. Il y a même de plus en plus d'encouragement où on dit à des jeunes, il y a une valeur d'aller faire une pratique collégiale parce qu'à l'université, on dirait que tu n'as pas le temps pour ça, tu es juste dans le domaine théorique, puis tu as comme besoin à un moment donné de marier les deux. Fait qu'il y a tellement de valeur ajoutée, je trouve, quand je pense à ta carrière, à toi, puis à ce que tu as fait. Puis j'ai eu beaucoup de discussions avec toi, je te sens tellement plus accompli comme personne qui est en ingénierie, étant donné que tu as vécu des expériences de terrain qui ont été importantes. Donc, je ne sais pas si ça peut être une source de valorisation auprès des parents, d'être capable de voir qu'il existe des ponts entre les collèges et les universités. Mais la question se pose, hein, comment, puis je le lance comme ça, comment on peut faire en sorte que les parents sont plus ouverts à ce que leur enfant vive des expériences ou des engagements à travers les métiers au sein de l'école. Il y a peut-être des réponses que des gens peuvent mettre. Il y a déjà une réponse, en tout cas, on parle d'éduquer les parents, c'est d'être capable de les éduquer aux possibilités qu'on ouvre aux jeunes. Quand on les place dans une position, ils peuvent vivre des expériences plus concrètes. Donc, je trouve ça fort intéressant, les échanges qu'on a actuellement.
Oui, ça c'est quelque chose, l'affaire des parents, c'est vraiment difficile à cause, comme même moi, ma mère, mon père, il avait dit, fais qu'est-ce que tu veux, puis ma mère, elle résistait beaucoup plus à moi aller en métier. Quand j'ai proposé l'idée, j'ai dit, je veux aller faire le métier, puis c'était comme, tu sais, ouais, mais c'est dangereux. Oui, c'est certain que c'est dangereux, mais quand on a les bonnes formations, quand on apprend à travailler en sécurité sur chantier, on comprend les dangers, fait que ça devient moins dangereux. Ça va arriver des accidents, surtout quand on a beaucoup de pression, beaucoup de stress, puis on essaie de se dépêcher, là, c'est là que les accidents vont arriver. Mais quand on peut prendre notre temps et faire une bonne job, on peut éviter plus en plus les accidents. Je vais revenir au point de comment il y a la division entre le nombre d'étudiants à l'université, au collège. Je dirais que le nombre, c'est 3 pour 1. Puis moi, quand que je vois ça comme, fait que ça veut dire que l'étudiant qui sort du collège va avoir 3 bosses quand il va sortir. Donc, 3 personnes qui lui disent quoi faire, qui va lui faire avoir plus de pression, plus de stress, plus de risques de faire des erreurs et des accidents. Fait que ça m'inquiète un petit peu que je vois cette division-là. À cause de là, je veux pas que on voit qu'on est beaucoup de personnes qui veulent n'importe où, si on est université ou collège, on veut travailler, on veut résoudre des problèmes, mais quand on n'a pas assez de monde pour travailler ensemble, pour aller résoudre ces problèmes-là, c'est là qu'on va commencer à causer beaucoup plus de friction entre les communications, puis s'il y a juste une personne qui travaille, c'est pas assez. Ou Louise Meunier, Louise nous dit que l'autre problème, c'est qu'on peut peut-être être poussé à aller à l'université, mais ça ne te donne pas nécessairement un emploi pour autant à ta sortie de l'université. Il y a bien des gens qui finissent avec un bac puis qui, finalement, n'ont pas nécessairement un emploi à leur portée, alors que dans le domaine des métiers, je serais surpris de voir un peu la place qu'on offre aux gens qui sortent de différents métiers là, qui sont faits. Mais je n'ai pas ces statistiques-là, mais c'est intéressant quand même aussi. C'est ça. Puis aussi, si on regarde le salaire, quelqu'un qui travaille dans les métiers comparé à le salaire de quelqu'un qui est allé à l'université, mais aussi, il faut prendre en compte la dette, à cause on sait que l'université, c'est une grosse dette. Puis le nombre d'années qu'on a, pas nécessairement perdu, mais qu'on a investi dans notre éducation, tu commences à voir que OK, mais les métiers, c'est pas si pire à cause ça commence avec des bons. Comme moi, quand j'avais commencé, j'avais jamais vu tant d'argent dans ma vie. Fait que je trouvais que c'était vraiment beaucoup. Puis l'argent que j'ai fait en tant que métier, ça m'a aidé à payer pour mes frais universitaires. Fait que à la fin de la journée, c'était quand même assez d'argent pour faire ça. Fait que si les parents ils peuvent voir quand même comme regarde, ils peuvent quand même avoir. C'est une carrière qui est quand même respectée et le salaire, il est pas mal bon. Fait que c'est pas quelque chose qui est perdu. En tout cas, moi, j'ai fait venir un plombier l'autre fois chez moi, là, puis c'était 150 de l'heure. Puis, écoute, j'en avais besoin du plombier parce que malheureusement, moi, je n'aurais pas été en mesure de faire ça. Puis, je ne dénigre pas du tout son salaire. Je suis convaincu qu'il le mérite, mais c'est quand même la réalité. Là. 150 de l'heure, c'est pas rien. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que là, j'avais presque fini de parler de tout, puis après ça, on va aller à l'autre slide. Donc, je trouve toujours ça drôle parce qu'au secondaire, moi, j'aimais pas être à l'école du tout. L'école, ça m'intéressait pas. Je réalise maintenant que c'est probablement à cause que j'étais en appliqué. J'avais pas ce sens-là de travailler avec mes mains. Même si j'étais en appliqué, j'avais pas eu l'option d'aller faire les cours de woodshop ou les cours de mécanique. J'étais quand même poussée à faire des cours de sciences appliquées et comme chimie appliquée, les physiques appliquées, les maths appliquées, mais j'avais pas l'option d'aller chercher autre chose. Fait que pour moi, j'aimais pas l'école. Il n'y avait pas vraiment un challenge. C'était pas un défi. C'était un petit peu plate. Fait que pour moi, pourquoi que je vais aller là? Mais là, c'est drôle à cause je suis encore à l'école. Fait qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment trouvé
ma place puis ma passion grâce au métier. Donc, si je n'aurais pas passé au travers des métiers, c'est certain que je n'aurais probablement pas été ici aujourd'hui. Mon métier, ça m'a donné tellement de choses. Je ne peux même pas compter, faire une liste. Ça fait partie de mon parcours. Surtout, de gagner de la confiance pour même juste aller chercher les crédits préuniversitaires. Je travaillais à temps plein, puis j'avais réalisé que je commençais à avoir un manque de sciences et maths. J'en voyais pas assez. Mais j'étais quand même jeune, j'avais pas développé encore mon parcours comme charpentière plus que ça, mais je sais que j'avais un peu d'un manque des sciences et maths. Fait que j'ai décidé de refaire au complet ma 12e année, cours de soir, pendant que je travaillais à temps plein. Puis là, finalement, j'ai pu rentrer à l'université, puis ça a juste continué de là. Mais je pense que ça englobe un petit peu pourquoi que j'ai fait cet atelier aujourd'hui. J'ai passé au travers d'un certain cheminement en secondaire et ça m'a mené à différentes choses. J'ai passé au travers des métiers, je suis rendue au doctorat. Fait que j'aurais jamais pensé de ma vie que j'aurais été à l'université, mais on ne sait jamais. Fait que c'est vraiment à cause, c'est un rêve que je ne savais même pas que j'avais. Fait que là, que je suis finalement rendue, si on me parle quand j'étais au secondaire, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça de ma vie. Donc, c'est le rêve. Des fois, ça peut être fixe. On a un rêve. Mon premier rêve, c'était d'être charpentière. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je l'ai atteint, mais ça l'a changé. Fait que, je dis toujours la joke comme « Oh, je voulais juste être charpentière. » Je sais pas comme ça a tout comme explodé, mais c'est ça qui arrive à cause on commence avec une chose et là on voit peut-être qu'on va changer, peut-être qu'on n'aime pas ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une perte de temps à cause on a passé au travers, ok, j'aime pas ça, on va changer à autre chose. Puis moi, à cause de mon expérience secondaire, c'était pas toujours les plus positives, mais je comprends à 100% la position des enseignants, des orienteurs. C'est pas facile de développer du monde et de prédire le futur, qu'est-ce qui va arriver dans 5-10 ans de maintenant pour essayer d'équiper les jeunes avec tous les outils pour la vie au complet. Cassandra, je peux dire qu'il y a des gens qui sont touchés, ou en tout cas qui partagent beaucoup ton opinion, puis qui aimeraient peut-être t'entendre parler à des élèves de ton expérience un jour, parce qu'ils trouvent que c'est très, très inspirant, d'une part. D'autre part, j'aimerais quand même que tu nous racontes, Cassandra, tu disais que ton séjour au secondaire n'a peut-être pas été idéal pour toi. Qu'est-ce que ça aurait été d'idéal, toi? Ça aurait été quoi une situation idéale au secondaire? Fait que ça, c'est quand même, c'est dur à répondre à cause en même temps, si je n'aurais pas passé au travers de ça, je ne serais pas ici aujourd'hui, c'est certain. Fait que j'apprécie quand même que ça pas, la vie n'est pas parfaite. Fait on fait qu'est-ce qu'on peut, mais au moins quand que j'ai eu de la misère en biologie, le prof, si quelqu'un vient vous voir avec juste un des sujets qui ont de la misère, c'est peut-être une bonne idée de juste aider avec ce sujet-là, puis pas généraliser que, OK, toi, tu es un étudiant appliqué à 100%. J'avais juste un petit peu de la misère avec la biologie. C'est certain, j'ai eu quelqu'un plus physique, maths, chimie. Biologie, c'était pas vraiment mon fort. Fait que là, d'écouter aux étudiants, de savoir c'est où les faiblesses et là, travailler avec eux pour aller chercher leur crédit ou leurs compétences envers cette ligne-là, mais pas de tout changer au complet leur parcours. Et surtout, je pense les affaires qui m'ont plus touchée, c'est quand que je voulais faire co-op et je voulais vraiment faire co-op en construction. Donc, je pense que c'est en 10e année, il faut remplir les formulaires pour dire c'est quoi les sujets de co-op que j'aimerais faire. Puis moi, j'ai écrit juste un affaire construction. Je n'ai pas écrit d'autres options parce que je ne voulais vraiment pas perdre ma chance. Je ne voulais pas que le prof regarde à une autre option, construction, charpenterie, juste pour, je pense que j'avais même écrit maçonnerie, juste pour ajouter juste des domaines de construction. Puis finalement, ça a tombé que, mais il faut aller faire quelque chose en soins santé. Puis, j'aimais pas ça. Fait
mais je l'ai fait quand même, tu sais, en 11e année, j'ai passé au travers. 12e année arrive, j'ai parlé au prof, j'ai dit, OK, j'ai fait mon coop en soins et santé, là, c'est le temps de la construction. Puis il a dit non. Il a dit, tu as commencé en soins et santé, il faut continuer. J'ai me estimé avec lui pour dire, OK, mais c'est le point de coop, c'est d'apprendre, mais je n'ai pas gagné. Fait que finalement, ils m'ont retiré du programme de coop à cause j'avais trop de rapports négatifs. Mais c'est, tu sais, si au début, on écoute aux jeunes, puis OK, ils veulent faire ça, puis mais peut-être moi, je pense que c'est pas une bonne idée, mais laisse-les apprendre que c'est pas une bonne idée, parce que tu sais pas qu'est-ce que ça va faire plus tard. Donc, moi, ce serait probablement le plus gros conseil, c'est écouter aux jeunes, laisse-les faire leurs propres erreurs, trouver leurs forces et faiblesses. OK. Toute l'idée de la voix des élèves qui est souvent ressortie, qu'on entend beaucoup parler ces dernières années, fort intéressant. OK, so là, je pense que c'est le dernier. Oui, le dernier slide avec la question. Ici. Je pense que je vais vous laisser la parole pour celui-là. Ah, d'accord. Ben oui, je peux certainement en parler, mais vous connaissez peut-être hein, ce processus de design en ingénierie qui a justement été placé maintenant dans le programme de sciences de la première à la 8e année. Puis je pense que ça peut être inspirant même pour les gens du secondaire, où en fait, on parle des STEAM beaucoup dans le nouveau programme, même que c'est un domaine en soi. Cette idée de marier les sciences et technologies, les mathématiques pour être capable de faire preuve d'ingéniosité pour être capable de résoudre ou de proposer des solutions à un problème ou à un défi. Et puis souvent, on parle des STIAM aussi. Le ministère a choisi, lui, de ne parler que des STEM, mais souvent, on parle des STIAM où on ajoute toute la composante des arts de façon plus générale à l'intérieur à l'intérieur de cette pratique un peu pédagogique qu'on appelle les STIAM. Et puis, c'est fort intéressant parce que, au fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Hein? C'est que comment on est en mesure d'examiner et de comprendre un problème qui nous entoure, comment on est capable de placer les jeunes dans des contextes où non seulement ils vont devoir faire appel à des composantes théoriques, mais aussi à des éléments pratiques. Parce qu'une fois qu'on a saisi un défi, une fois qu'on a saisi un problème, toute l'idée de concevoir et de proposer des solutions potentielles à ce problème-là qui implique en général beaucoup de compétences aussi dont tu as parlé, Cassandra, des compétences de collaboration, des compétences d'écoute, des compétences de confiance en soi, etc. Donc, de concevoir et de proposer des solutions potentielles. Donc, ça implique peut-être des erreurs, des essais, des retours en arrière, des retours vers l'avant, des réessayages, etc. Une fois qu'on a sélectionné par la suite une option, bien, on crée un prototype, on essaie quelque chose qui va servir à notre communauté, qui va servir au milieu qui nous entoure. On va tester ces prototypes-là qui peuvent prendre différentes formes, que ce soit la forme d'un service, que ce soit la forme d'un événement, que ce soit la forme d'un produit, peu importe. Ces prototypes-là ne sont pas nécessairement physiques, ils peuvent prendre différentes formes. Puis on est appelé par la suite à les évaluer, à voir s'il n'y a pas des ajustements à apporter, etc., puis à communiquer nos solutions. La composante STIAM ou STEAM tourne beaucoup autour de ce processus de design en ingénierie qui est peut-être connu par certains d'entre vous, parce que ça s'approche beaucoup du design thinking aussi, de la façon de réfléchir dans cet esprit-là. Et puis, l'ingénierie, elle est comme au centre. On n'a pas de cours en ingénierie. Il n'existe pas de programme en ingénierie. Mais l'ingénierie, elle est un petit peu au cœur de la réflexion pour intégrer les sciences, les technologies, les mathématiques, les composantes des arts, de l'artisanat, comme on a parlé tout à l'heure, etc. Puis, donc, c'est intéressant de voir que cette réflexion qu'on fait sur les STIAM ou sur les STEAM s'intègre à tous les élèves en salle de classe. Parce que maintenant, tantôt, on parlait de stigmatisation, mais toute l'idée de théorique et appliquée, ça n'existe plus, Cassandra. En tout cas, on est en processus d'éliminer un peu ce genre de division qu'on fait avec les élèves dès l'âge de 14 ou 15 ans. On essaie je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis face à tout ça, il y a des défis que ça représente, mais cette idée un peu de cadrer les jeunes dans des situations, on est en train de le changer. Et les STIAM deviennent
une occasion, je pense, de permettre à des élèves, peu importe leur niveau d'engagement, leur niveau de connaissance, quand on travaille dans un esprit STIAM, ça permet vraiment à toutes les catégories d'élèves de pouvoir aller plus loin, de s'engager en fonction de passions qu'ils portent, de désirs de choses qu'ils veulent changer dans leur communauté. Et leur engagement devient beaucoup plus personnel, je dirais, en lien avec leur apprentissage. Donc, c'est une réflexion intéressante. Puis moi, bien, je nous invite à répondre à peut-être une dernière question. Puis elle n'est pas simple, elle n'est pas facile, mais considérant les transformations qu'on connaît sur le marché du travail et puis les besoins actuels de main-d'œuvre dans le domaine des métiers, comment une pédagogie par les STEAM peut-elle contribuer à préparer des jeunes aux métiers ou aux professions qui vont être appelés à pratiquer? Il n'y a peut-être pas une réponse facile à ça, mais si vous avez une idée, c'est comment une pédagogie par les STEAM, comment ça contribue à permettre à des jeunes de développer, de les préparer à vivre leur métier ou leur profession, ça serait bien de vous entendre en parler. C'était mon petit boniment à moi, Cassandra. Je te laisse la parole pour terminer, Cassandra. Oui, puis je voulais juste ajouter aussi, comme quand on va faire le design d'un prototype, il faut aussi penser à cause on parle souvent de l'IDI en ce moment, qui est super. L'IDI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'IDI? J'ai toujours de la misère à le dire en français. Equity, diversité, inclusion. OK, parfait. Merci. Le « et », j'ai toujours de la misère à le dire. Mais donc, c'est de penser que si on fait un design, il faut que tout le monde puisse l'utiliser. On avait commencé avec, comme ça serait, tu sais, comme on sait déjà que des fois, il y a certains bâtiments, ils n'ont même pas des rampes pour des wheelchairs, comment on appelle ça? Chaises roulantes, des chaises roulantes. Donc, oui. ça a commencé par là. OK, pas tout le monde peut utiliser le bâtiment. Là, c'est une question de bâtiment ou même juste un appareil. On veut que tout le monde qui l'utilise de la même façon. Fait qu'on veut pas que ça nous divise encore plus à cause que, OK, bon, ce bâtiment-là, tu sais, par exemple, des escaliers qui sont ouvertes, on n'a pas comme le derrière ouvert. Si on a un escalier qui est ouverte, OK, dans un centre d'achat, par exemple, puis je porte une jupe, je ne peux pas utiliser les escaliers. Fait que là, on limite ceux qui peuvent utiliser le bâtiment de la même façon que d'autres personnes. Il faut incorporer ça dans les designs aussi. Il faut aussi penser à... Oups. Il faut aussi penser à le... Oups, je pense qu'il y a quelque chose qui a apparu. Ah, j'ai aucune idée d'où ça vient. Je sais pas. Je vais essayer de remettre le mien. C'est comme s'il y a quelqu'un qui partage son écran. Moi. Oups, je vais essayer moi aussi de voir. Attends un petit peu. OK. Je pense que ça a remontré le mien ici. Fait excellent, merci. Il y a cet aspect-là, puis il y a aussi celui avec le développement durable. Donc, on pense souvent à faire des nouveaux, tu sais, des prototypes de quelque chose, un nouveau appareil, quelque chose de technologique, mais aussi il faut penser à comment est-ce qu'on peut réparer des appareils, réutiliser, recycler, pour pas toujours être en train de faire des nouvelles choses. Parce que, comme par exemple, moi en recherche, c'est beaucoup sur la détection des fissures. Pourquoi? À cause c'est un ouvrage qui est endommagé, à cause qu'on veut préserver ces ouvrages-là. On a déjà dépensé de l'argent, on a déjà dépensé des CO2 à tonnes pour fabriquer un gros ouvrage en béton, des ressources naturelles. On ne veut pas avoir besoin de démolir puis de n'en réutiliser d'autres. Fait que comment est-ce qu'on peut préserver qu'est-ce qu'on a déjà? On a déjà dépensé du temps et de l'argent sur ça, des ressources. Fait que ça serait le fun d'aussi incorporer cette partie-là dans cette roue de le processus de design.
Donc, je vais finir la dernière slide ici. C'est plutôt juste pour vous remercier pour m'avoir écouté aujourd'hui. Puis un gros merci au Centre Franco pour l'invitation. C'était vraiment un exercice qui était intéressant. Une vraiment belle expérience. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce défi-là, d'essayer de penser à comme, OK, c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé au métier, pourquoi est-ce qu'on voit un problème? Ça m'a ouvert les yeux beaucoup plus, puis je vois les choses un peu plus différentes. J'aime ça, avoir des défis. C'est toujours le fun, puis c'est quand même une grosse question à répondre. On n'a pas toutes les réponses en ce moment, mais on va commencer à s'aligner vers un meilleur chemin. Je suis vraiment contente qu'on a pu faire ça aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'espoir quand même pour le futur, pour la prochaine génération. Il y a tellement d'estime dans les métiers. Puis si, d'après vous, il y en a pas assez, il faut commencer à ouvrir ces portes-là pour les étudiants à cause, moi, je crois que c'est tout lié ensemble. Il y a beaucoup d'améliorations à faire pour réduire ce stigma-là dans les métiers, pour dire que, OK, ça l'est une bonne job. C'est pas fait par le monde qui sont moins smart à l'école. Ça veut rien dire. Puis je suis certaine qu'il y en a d'autres comme moi dans le monde. Il faut juste les trouver ou les développer. Je suis certaine que c'est pas juste moi. Puis je crois fortement qu'avec votre aide, votre direction, on va pouvoir se rendre là. Puis il faut quand même remplir toutes les positions qui vont s'ouvrir avec la retraite de beaucoup de personnes en construction puis dans les métiers. Mais encore, vont trouver d'autres méthodes pour faire le travail et aussi, ça se peut que ce soit des méthodes qui n'ont pas été développées encore. Et là, je mets cette image ici pour conclure ma présentation à cause que je pense à la prochaine génération qui sont capables d'écouter la musique dans le téléphone, texter, marcher, puis boire un chocolat chaud tout en même temps, que c'est pas comme qu'est-ce qu'on pouvait faire avant, ou est-ce que, par exemple, moi, si j'écoute la musique, j'écoute juste la musique, je peux pas faire rien d'autre. Je suis vraiment pas bonne avec multitasking, mais là, maintenant, on a des jeunes qui sont bons à faire ça. Donc, il faut en prendre avantage. Puis pour moi, les STEM, ils ont quand même beaucoup de pouvoir à changer notre perception de notre monde en entier et de nous laisser prendre avantage de toutes ces beautés quand même. Donc, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Cassandra. Puis à moi de te remercier sincèrement de ta générosité, de ton partage, de ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On sent en toi une personne qui est passionnée, une personne qui a passé à travers un parcours scolaire qui n'est pas terminé, mais qui est tellement riche puis inspirant. On te remercie beaucoup puis sincèrement de ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et puis on espère qu'effectivement que les STEM vont peut-être pouvoir appuyer toute la question de métiers qui existent présentement et qui sont disponibles pour les gens. Et puis, je vous invite maintenant, je pense qu'a été déposé par Nadia le formulaire d'évaluation. Fait que n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le compléter, de simplement cliquer sur le lien partagé par Nadia pour un petit sondage là, de votre journée ou des ateliers auxquels vous avez participé. Donc, merci à chacun et chacune d'avoir participé en si grand nombre, d'avoir donné votre point de vue, d'avoir réagi à différentes questions qu'on a posées. Ça a été très apprécié. Je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée. Fait, Cassandra, beaucoup de personnes qui te remercient de ce que tu as partagé aujourd'hui.